Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour cette troisième émission de l'Instant Coach de Second Souffle. Second Souffle, sa mission, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs en difficulté, micro-entreprises, freelance, indépendants, TPE, PME, avec ou sans salariés, avant et pendant les procédures, après la liquidation ou la cessation de leur activité. Et ce, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles, avocats, coachs, experts comptables, experts métiers, et d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté. Et puis aussi nos actions avec les jeudis du second souffle, les journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et bien sûr maintenant les instants coach. Voilà, donc après plus de 10 ans d'existence, nous sommes présents aujourd'hui dans 27 villes en métropole et aussi en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, je vous rappelle que pour utiliser cette plateforme de webinar Livestorm, vous avez sur la droite de votre écran deux onglets, chat, questions et également sondage aujourd'hui. Pour poser vos questions, c'est le petit bouton en bas. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez voter pour les questions des autres aussi. Donc, si vous trouvez une question intéressante, vous cliquez dessus sur la petite flèche à droite, ça fait un vote. Et attention, si vous recliquez, vous annulez votre vote. Vous avez des petits soucis techniques, vous avez un lien qui se trouve tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'Instant Coach et notre coach professionnel certifié du jour, qui est aussi responsable de l'antenne de Lille de Second Souffle, c'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Ah, tu as coupé ton micro, Stéphanie, du moins tu l'as pas réouvert. Ouais. Bonjour William et bonjour à tous. Désolée. Bah oui, on ne peut pas être une professionnelle du webinaire. Et je demanderai toute votre indulgence, c'est mon premier, c'est la première fois que je me lance dans l'exercice. Tout va bien se passer, Stéphanie. Donc, ce webinaire aujourd'hui, on va parler de la puissance des croyances au service de vos projets. Stéphanie, je te laisse la main. Tu te représentes peut-être en quelques secondes, vite fait? Oui, donc moi je suis Stéphanie, je suis coach professionnel certifiée, comme le disait William. Je suis également animatrice en développement d'intelligence collective. Je suis bénévole dans l'association Second Souffle depuis 2015 et depuis presque 2 ans maintenant responsable de l'antenne de Lille. Donc dans ce cadre-là, j'ai pu coacher, accompagner un bon nombre d'entrepreneurs maintenant. Et c'est un peu l'objet de ces instants coach, c'est aussi de vous partager les apprentissages qu'on a pu faire, les choses qu'on a pu auxquelles on a pu être confrontés dans nos rencontres avec tous les entrepreneurs qu'on peut accompagner au sein de Second Souffle. Donc, c'est vraiment un moment qui est dédié pour vous. Avec Peggy, on vient passer ce moment-là tous les 15 jours avec des sujets qui, on espère, vont vous aider à avoir une autre vision. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à faire remonter les sujets que vous aimeriez voir traités dans ces instants coach pour qu'on puisse être là au plus près de vos envies et de vos réalités, puisque c'est vraiment l'idée de passer un moment et de pouvoir vous apporter à travers les sujets qu'on va évoquer quelques clés, quelques pistes de développement pour aller dans la bonne direction. Très bien, Stéphanie. Bon, écoute, tu partages ton écran, tu présentes? Oui, je vais partager mon écran pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, onglet Chrome, le voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation, le support de présentation? C'est parfait. C'est parfait pour vous. Alors, effectivement, comme je disais, c'est vraiment un temps pour vous qui va être découpé en trois grands temps, j'ai envie de dire. Le premier, un petit peu de théorie pour mieux comprendre, pour bien comprendre ce qui parfois peut nous animer. Et également des clés pour que vous puissiez passer à l'action qu'en sortant de ce webinaire, vous ayez quelques pistes pour vous dire tiens, je vais essayer ça ou je vais essayer ça. Ça peut peut-être être sympa que je m'empare de cet outil éventuellement. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de mettre un petit point de vigilance sur tout ce que je vais dire. On est dans des notions de coaching qui touchent vraiment à l'individu, à qui vous êtes, et que parfois, certaines choses sont à prendre avec précaution. Il ne faut pas trop se bousculer non plus. Et vous le verrez dans la notion de coaching, j'en parlerai un petit peu après. Il y a cette notion de on avance petit pas à petit pas et on vient pas s'ébranler et chercher un changement radical qui pourrait mettre en défaut notre identité. Tout ce que je vais vous partager, et ça va être le sujet, est issu
de mes croyances, de mes expériences. Et voilà, tout est à prendre dans la mesure de ça, de garder une distance par rapport à ce qui ferait écho chez vous ou pas. C'est important. C'est un sujet très vaste qu'on va aborder ensemble en une petite heure. C'est difficile de choisir les infos les plus pragmatiques qu'on va vouloir vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai essayé de le faire avec une notion d'efficacité. Voilà, quelles sont les informations pertinentes à avoir pour essayer d'avancer le mieux possible. Dans tous les cas, c'est pas, j'ai pas la possibilité de traiter de façon exhaustive ce sujet, de la même manière que les outils qui vont vous être proposés. C'est pas une palette exhaustive. Il n'y a pas une méthode clé, une méthode magique qui va fonctionner, qui fonctionnerait surtout pour tout le monde. On est des êtres humains, chaque personne est unique et donc va aller chercher des solutions, des réponses qui vont lui convenir à elle et qui ne seront pas forcément celles de tout le monde. Donc voilà, je tenais à le repréciser un peu en préambule. Donc 3 temps aujourd'hui, un petit peu de théorie. J'essaierai d'aller assez vite sur cette partie-là pour être un petit peu plus dans qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a bien compris. Et 3e temps qui sera dédié à vos questions. Donc je vous invite à noter au fur et à mesure dans le chat et on s'attachera à essayer de répondre à un maximum de questions par la suite. Alors, rentrons dans le vif du sujet si vous en êtes OK. On est là pour parler des croyances. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, en fait, c'est une affirmation que nous pensons vraie. C'est notre conviction. Des phrases comme « je crois que »,« je suis persuadé que » révèlent en général les croyances qu'on peut avoir au fond de nous. Nos croyances ne sont pas des vérités. Elles ne sont pas forcément construites de façon logique, mais elles se construisent sur la base de notre expérience. Et d'ailleurs, on ne les choisit pas forcément volontairement, nos croyances, et elles se construisent bien souvent de façon inconsciente. On a des croyances en général de 3 types. Les grandes croyances, les grands champs de notre schéma de croyances vont nous concerner nous. Qu'est-ce qu'on croit à notre sujet, sur notre personne? Qu'est-ce qu'on croit, quelles sont nos croyances sur les autres individus qui nous entourent? Et de façon plus générale, quelles sont nos croyances sur notre vision du monde, sur la vie en général? Il y a 3 champs d'intervention sur lesquels nos croyances peuvent être très puissantes. Elles se construisent, comme je disais, de façon inconsciente. Deux choses viennent agir dans la construction de nos croyances qui se basent toutes sur l'expérience, comme je disais. Le premier, ça peut être un événement très marquant avec un impact émotionnel très fort et qui, du coup, en un événement, va vous amener à construire une croyance assez puissante. Et d'autres qui vont se construire par la répétition de situations que vous vivez et qui, petit à petit, vont ancrer des croyances en vous. Certaines peuvent être neutres. D'autres sont plus importantes parce qu'elles nous portent. On va comprendre un petit peu par la suite en quoi justement elles sont importantes et elles peuvent avoir une puissance puisque c'est l'objet d'aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nos croyances ne sont pas celles des autres. Notre expérience, notre vécu n'est pas celui de notre voisin, n'est pas celui de notre conjoint, n'est pas celui de nos collègues. Donc forcément, on a vécu des histoires et des expériences différentes et on n'a pas donc les mêmes croyances. Le petit dessin là que vous pouvez voir, je trouve qu'il le résume bien parce que si on regarde ces 2 petits bonhommes face à face avec un 6 ou un 9, on comprend facilement que celui qui est à gauche, effectivement, ne voit qu'un 6. Celui qui est à droite ne verra que le 9. Et que si on n'a pas eu l'occasion, dans nos expériences, de passer de l'autre côté, on restera avec cette vision du monde et la croyance que devant nous, c'est bien un 6 ou c'est bien un 9. Donc, n'oublions pas que nos expériences ne sont pas celles des autres. Et d'ailleurs, là, ça me fait penser, même vous qui avez vécu, là, je pense que bon nombre d'entrepreneurs nous écoutent aujourd'hui. Avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et j'aimerais bien peut-être qu'on le mette dans le chat, les croyances que vous aviez sur l'entrepreneuriat. Maintenant que vous l'avez vécu, maintenant que peut-être vous avez expérimenté une expérience à travers l'entrepreneuriat, est-ce que vos croyances ont changé? Est-ce que vous avez changé de regard sur l'activité d'un entrepreneur par rapport à ce que vous imaginiez avant et ce que vous voyez maintenant? Alors, je ne vois pas forcément le chat, mais j'aimerais bien que peut-être vous puissiez nous indiquer si oui ou non, là, vous avez eu la possibilité de changer de croyance.
Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, à part une réponse, évidemment, une réponse exceptionnelle de notre cher Xavier. Bonjour Xavier, qui nous dit, c'est pourquoi il faut toujours choisir un 8. Comme ça, si... Merci Xavier de cette réponse. Oui, donc comme le disait Stéphanie, hein, si vous pouvez nous écrire aussi sur avant d'entreprendre, quelles étaient vos croyances avant de démarrer votre entreprise. Alors, il y a Nathalie qui nous dit, je pensais que être entrepreneur signifie sacrifier sa vie privée, et je vois aujourd'hui que tout peut être équilibré. Mm-hmm. Il y a Régis qui nous dit la croyance du choix de clients et même de valeur. Pascal nous dit ma vision a changé. Avant, fort a priori négatif. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les choses comme je les sens. Voilà. Oui, merci. William, je pense qu'effectivement, ça conforte bien qu'à travers l'expérience que vous avez pu voir, votre changement, votre regard sur certaines situations a changé, que petit à petit, les croyances, à travers l'expérience que vous avez pu vivre, a changé, a évolué. Et à l'inverse, d'autres personnes qui n'ont pas connu, et on entend souvent de la part des entrepreneurs un sentiment d'incompréhension, que leur réalité n'est pas comprise, et on peut la retrouver dans ce phénomène-là, que nos croyances, on les vit à travers l'expérience. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas été en lien avec l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, qui a connu que la vie de salarié, peut imaginer aujourd'hui que un entrepreneur, c'est hyper cool. C'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut comme on veut, que c'est super parce qu'on n'a pas de chef et qu'on décide nous-mêmes de faire ce qu'on veut. Et je pense que tous les entrepreneurs qui peuvent m'entendre dire ça là doivent bouillir intérieurement en disant mais non, ça c'est pas notre réalité. Mais voilà, de bien avoir à l'esprit que nos croyances sont vraiment liées à nos expériences et notre réalité, et ça peut expliquer que parfois il y a des grands décalages entre tout ça. Tu as une remarque de Yves qui dit « Personnellement, je croyais et je crois encore et toujours en moi ». C'est super. Ça, et justement, on y arrive. Et je pense que tu parlais de Yves, si j'ai bien entendu le prénom. Et là, on arrive justement à dans nos croyances, il y en a des limitantes et il y en a des aidantes. Et là, voilà, on a un bel exemple d'une croyance aidante, parce qu'effectivement, ça va être une force d'avancer en ayant foi et en croyant en ses capacités. C'est une vraie croyance aidante. Donc, boostez-la, gardez-la, maintenez-la. Elle pourra que vous aider à avancer. Les croyances limitantes versus les croyances aidantes, ou encore même versus des croyances neutres, c'est-à-dire qui n'ont peu d'impact. Dans les croyances limitantes et aidantes, c'est vraiment celles qui vont nous aider. Dans les croyances aidantes à avancer, ça va être des croyances qu'on va appeler des croyances ressources. Et à l'inverse, les croyances limitantes, c'est celles qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont être un frein. Alors parfois on avance, mais on avance moins vite, on avance plus dans la difficulté, et en général, c'est lié à des croyances limitantes. Quelques exemples d'une croyance limitante. C'est impossible, donc ça ne sert à rien d'essayer. Voilà, si on imagine que c'est impossible, on ne va pas avancer. Une croyance qui pourrait être aidante, c'est « je ne peux pas dire tant que c'est impossible, tant que je n'ai pas essayé ». Ça nous aidera beaucoup plus facilement à passer à l'action. Une autre croyance qui peut être limitante à propos de l'entrepreneuriat, quand on va dire l'entrepreneuriat c'est risqué. Effectivement, ça peut être un frein en se disant s'il y a un gros risque, j'aime pas le risque, donc je vais ne pas me mettre en action vers l'entrepreneuriat. À l'inverse, si on imagine que l'entrepreneuriat c'est une belle opportunité pour agir et façonner un monde meilleur, on sera peut-être plus motivé encore pour se lancer dans cette direction-là. Et ces croyances, et c'est là on va arriver à toute la puissance, si c'est clair dans ce que j'ai pu dire. Et non seulement on est construit au fur et à mesure, mais une fois qu'on a commencé à adopter une croyance, on va chercher à la renforcer et à la perpétuer. Ça, c'est notre fonctionnement d'être humain qui, pour un besoin de façonner son monde et presque un besoin de protection, va faire que inconsciemment, on va renforcer toutes nos croyances. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre toute la puissance et tout l'impact que nos croyances elles, peuvent avoir. Comme je le disais, à travers notre réalité, à travers nos expériences, on va créer des croyances. Des croyances qui vont avoir un impact direct sur la façon dont on va penser, qui aura un impact sur la façon dont on va ressentir les choses qu'on va les vivre, et les émotions sont au cœur de notre comportement. Donc, si on s'appuie sur une croyance aidante, elle va nous aider à adopter le bon comportement, et le comportement qu'on va adopter va renforcer notre croyance aidante. Mais l'inverse est vrai également. Alors,
trouve toujours que c'est plus sympa de partager ces grandes théories à travers des exemples. Si je me dis que, par exemple, la peur n'évite pas le danger, et que je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, donc ça, on va être dans la croyance, la peur n'évite pas le danger. Donc, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort pour s'épanouir. L'émotion que ça va générer, bah, ça va me rendre fière. Et donc, je vais oser essayer de nouvelles choses. Et parce que j'aurais osé essayer de nouvelles choses et que ça se sera bien passé peut-être, eh ben, je vais renforcer ma croyance qu'il faut dépasser le danger pour faire émerger de bonnes choses. Si je crois à l'inverse que la peur est une alarme pour m'aider à prendre des décisions, je pense que si j'ai peur, c'est qu'il faut que j'évite ces situations, c'est ma pensée. Ben, je vais rester dans l'émotion qui va être la peur. Et donc, je vais continuer par mon comportement à ne pas agir et à éviter des situations et donc à renforcer ma croyance qu'effectivement, avec la peur, il faut rester, il faut continuer à éviter les situations. Si je crois que je ne suis pas capable d'avoir une idée innovante, ça c'est ma croyance, et ben je pense que quelqu'un l'aura forcément eu avant. Ça va me rendre un peu triste et en fait je vais pas oser agir parce que voilà, il y aura pas d'enthousiasme dans l'action. Donc là, on a vraiment cette circularité qui fait que de ce qu'on croit, ça aura un impact direct sur la façon dont on agit. Et comme on l'a vu, la façon dont on agit va avoir un impact sur notre réalité, sur ce qu'on va vivre, ce qu'on va ressentir, et ça viendra renforcer la croyance derrière. Est-ce que je vois pas les questions, Donc, William? tu peux continue, Stéphanie. On peut avancer par rapport à tout ça. Donc, il y avait eu des questions qui avaient été remontées en amont de ce webinaire, et notamment une question de savoir comment casser des schémas répétitifs. L'exemple qui avait été pris, c'est entreprendre sans jamais aller jusqu'au bout, douter, manquer de confiance. Et quelle méthode pour s'en sortir? Alors, comme je disais, il n'y a pas une méthode clé, mais les questionnements vont avoir lieu avec ce renforcement. Il y a des cycles, hein, quand on dit voilà, des schémas se répètent, des cycles se répètent, que parfois on a tendance à se remettre toujours dans les mêmes situations. Et ben, une des explications qu'on peut trouver à ces cercles vicieux, à ces circularités, c'est justement dans le renforcement et la circularité des croyances. Donc après, bon, voilà, là, on fait le constat de tout ça. Ça va être de comment on va pouvoir passer à l'action. Je continue d'avancer s'il n'y a pas de questions, et on va essayer de passer dans la deuxième partie. On a vu ce qu'était une croyance, on a vu comment elle pouvait nous aider ou nous limiter, on a vu comment elle s'entretenait et comment elle se renforçait, et c'est en se renforçant qu'elle devienne puissante. Maintenant, on va passer un petit peu plus à la deuxième partie. Comment passer à l'action. Une fois qu'on a compris ça, comment passer à l'action. Mais avant ça, je vous propose un petit exercice, si vous en êtes d'accord. Juste comme ça. Alors, bien sûr, on n'aura pas la puissance du collectif devant nous. Vous êtes chacun derrière votre écran, mais je vous invite à jouer le jeu, si vous en êtes d'accord. Et je vais vous demander à tous, je vais vous présenter une slide, juste là, et de lire, voilà, à voix haute, ce que vous lisez. Donc, qu'est-ce que vous lisez? Les mots qui sont écrits. Donc, voilà. Je vous laisse le faire. On a le rouge. Je peux jouer moi aussi, Stéphanie? Vas-y, William, fais-toi plaisir. Hop. Voilà. C'était facile, c'est venu très naturellement. On va faire le même exercice avec la deuxième slide. Je vais vous demander de rester concentré et de lire ce qui est réellement écrit. C'est peut-être plus facile pour les daltoniens. Non. Normalement, à travers cet exercice, ça va mettre en avant la première des choses à faire quand on veut justement travailler sur soi. C'est qu'effectivement, il y a la nécessité de passer d'un mode automatique à un mode adaptatif. Et l'exercice que vous venez de faire, hein, quand on associe, on est tellement ancré dans des habitudes, on a tellement d'automatismes parfois ancrés en nous, que voilà, lire une couleur, comme vous avez pu le faire, qui s'associe, le rouge était bien en rouge, c'est très facile. Mais il y a peut-être eu un tout petit temps, alors il est très court, mais il vous a peut-être fallu un tout petit temps d'adaptation pour lire la deuxième slide, parce qu'il y avait un décalage entre la couleur à lire, rouge qui est écrit en bleu par exemple, il a fallu un tout petit temps
à votre cerveau pour passer en mode adaptatif parce qu'il y a quelque chose qui perturbait. On peut prendre une autre image, c'est imaginons que vous mangez une tomate, vous avez une belle tomate devant vous et vous allez croquer dedans. Et puis pour finir, en fait, c'était pas une tomate, c'était quelque chose de relooké. Vous avez le goût d'une orange quand vous la mangez. Et ben, l'espace d'une seconde, vous allez être un petit peu perturbé parce qu'en voyant la tomate, vous associez le goût de la tomate automatiquement. Et donc, c'est un peu bizarre de manger une tomate et de se retrouver avec le goût d'une orange dans la bouche. Et ben là, c'est un peu le même principe. Quand on veut travailler sur soi, on se rend compte qu'en fait, on est plein d'automatismes. Il y a plein de choses qu'on a déjà mis en place et sur lesquelles on n'a même plus besoin de réfléchir pour agir. Et j'aime bien l'exemple de la voiture. Pour ça, on est habitué, on a connu des voitures à 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. Pour ceux qui conduisent déjà depuis quelques années, je pense qu'aujourd'hui, vous ne réfléchissez plus en disant, tiens, je vais démarrer ma voiture. Ah, là, il faut que je mette ma première. Là, il faut que je mette la deuxième. Il y a plein de choses que vous avez pris l'habitude de faire de façon automatique. Je pense que si on pousse l'exemple encore un peu plus loin, c'est peut-être arrivé déjà à beaucoup d'entre vous d'être parti à un endroit, vous êtes monté dans votre voiture, direction votre lieu de travail. Et puis à un moment, vous dites, ah oui, tiens, je suis déjà là. J'ai même pas fait attention à la route. J'avais les pensées ailleurs et je suis venue un peu en mode automatique jusqu'ici. Et ben dans notre mode de fonctionnement, on est tout à fait pareil. Et pour pouvoir travailler sur soi, il faut passer au mode adaptatif. Mode adaptatif, si on prend l'exemple de la voiture, vous êtes habitué à conduire une voiture avec un boîtier 5 vitesses. Si demain vous passez à un modèle, un boîtier automatique, comme on appelle, voilà, qui aura plus les mêmes besoins, et ben il va falloir que vous passiez. Vous avez beau savoir très bien conduire, il y aura un petit temps d'adaptation nécessaire pour dire, ah bah oui, c'est vrai, c'est plus le même boîtier, casser vos automatismes et en faire fonctionner le nouveau. Et si on reste sur l'exemple de la voiture, au départ, quand on passe d'un boîtier 5 vitesses à un boîtier automatique, c'est un petit peu perturbant. Mais quand on a fait 100 ou 200 km, eh ben, c'est redevenu un automatisme. Ce qui nous a demandé de nous adapter pendant un moment parce que c'était pas naturel de perdre notre automatisme des 5 vitesses, à un moment, en fait, c'est redevenu automatique. Donc, dans le travail qu'on fait sur soi, l'idée, c'est de sortir de ce mode automatique, analyser comment on réfléchit, passer à un mode adaptatif pour faire des choses un peu différentes, mais que ce mode adaptatif finisse par redevenir un mode automatique, mais un mode automatique qui vous fera grandir, qui ira dans le sens de votre épanouissement. Voilà un petit peu pour l'analogie, mais c'est vraiment ça qu'il y a à voir, c'est que quelle que soit la méthode, quels que soient les choix que vous allez faire, à un moment, il faudra effectivement sortir de tout ce qu'on a fait par automatisme pour se demander comment on peut faire les choses autrement. Alors, on se moque de moi, Stéphanie. Ah, vas-y, on dit par exemple, il y a Xavier qui dit, moi par exemple, j'ai toujours cru que William était un humain. Eh bien non, c'est un hologramme. Voilà. Par exemple, c'est une croyance. Mais ton histoire de couleur, ça me fait penser à la blague qu'on faisait quand on était gamin. On demandait à ses copains, la vache, elle boit quoi? De l'eau ou du lait? Oui, voilà. Exactement. Oui, tu vois, Xavier, je suis un hologramme intelligent. Merci pour la petite note d'humour, William. Alors, si on veut continuer d'avancer et puis pouvoir s'appuyer sur ces croyances pour pouvoir en faire des boosters, pour pouvoir en faire des éléments des ressources au service de nos projets, et ben, le premier pas, c'est d'être capable de les identifier. Et c'est le premier pas, mais qui n'est pas si facile à faire parce que ça va être la base du reste du travail et que ça va nécessiter de prendre sur soi, d'aller creuser, d'aller travailler justement toutes ces pensées qu'on peut avoir dans la tête pour aller faire le tri et pour aller identifier les croyances qui sont à l'origine de tout ça. La prise de conscience, ça va vraiment être la première étape. La prise de conscience de ces pensées limitantes, c'est déjà une façon de changer son regard sur une situation. On le disait, les croyances, elles se sont construites par l'expérience. Et ben, de la même manière, elles peuvent se déconstruire en vivant d'autres expériences, par la répétition ou à l'inverse, par un événement fort qui va venir chambouler les croyances que vous avez. On en a tous plein des croyances. Ce qui va être vraiment important, c'est celles qui sont vraiment moteurs dans l'origine de nos actions ou à l'inverse, celles qui sont vraiment des freins et qui nous empêchent d'avancer sereinement. Alors,
pour le faire, pareil, il y a pas une méthode. Je vais vous donner deux, trois petites astuces pour essayer de les identifier au mieux. La première, ça va être assez facilement le brainstorming. Je prends une feuille de papier et je commence à me dire, bah voilà, je note en vrac tout ce que je pense, tout ce que j'ai dans la tête, toutes mes idées. J'essaye de démarrer des phrases par je crois que je pense que pour moi il est important de voilà et d'essayer en mode brainstorming de commencer sur papier à mettre tout ce qu'on peut avoir dans la tête. Ça peut être très intéressant aussi de s'appuyer sur une situation qui nous paraît délicate, dans laquelle on sent des petites tensions, on ne se sent pas forcément à l'aise. Voilà, qu'est-ce qui va m'empêcher de… Il y avait une question sur la motivation dans les questions qui ont pu être amenées en amont, de dire, bah voilà, comment faire pour entretenir la motivation. Si on ressent un manque de motivation, c'est là que ça va être le moment de s'interroger, parce qu'il y a certainement une croyance qui vient freiner justement notre motivation, notre mise en action. Et ça va être important d'identifier pour justement pouvoir la travailler si c'est un frein à la motivation et à la mise en action dans les projets. C'est important aussi parfois dans les choix qu'on va faire, et notamment au niveau entrepreneurial. On peut être porté par un projet, une envie, on va croire en projet et on est prêt à se lancer. Mais en parallèle, voilà, j'ai un projet et je suis prêt à me lancer comme indépendant. Mais en parallèle, j'ai quand même une croyance chez moi qui va être très installée, qui est que le travail en équipe, c'est quand même vraiment mieux et plus productif de travailler tout seul. Et cette croyance-là, que le travail en équipe, c'est une vraie force, est-ce qu'elle ne peut pas venir biaiser quelque part la capacité d'un indépendant à travailler et à porter un projet seul, alors qu'au fond de lui, la croyance qu'on fait mieux les choses à plusieurs. Voilà, identifier ces croyances, c'est aussi bien pour lever des freins, mais ça peut aussi avoir une incidence sur vos prises de décision. Donc voilà, s'appuyer sur des situations un peu délicates, justement, sur lesquelles on a du mal à avancer, c'est peut-être le meilleur moment pour essayer d'identifier les croyances limitantes qui se cachent derrière ce manque de motivation. Le troisième petit point, c'est en mode adaptatif, quand vous prenez de la hauteur et vous commencez à analyser un petit peu les choses avec un autre regard, c'est d'être vigilant à des mots comme toujours, comme jamais, je suis persuadée que. Voilà, des grandes généralisations comme ça, en général, se cachent des croyances derrière. Voilà, c'est trois petites pistes que vous avez pour les creuser. Ça peut être aussi de les confronter parfois avec des personnes qui vous connaissent, de vous questionner, de le faire à plusieurs, travailler en mode collectif. Moi, j'y crois beaucoup, mais c'est aussi un exercice qu'on peut faire en s'aidant, en se questionnant et en essayant de se pousser un petit peu dans les retranchements les uns des autres. Une fois qu'on a identifié ces croyances et qu'on a réussi à mettre le doigt dessus, comment on va les faire changer? Comment on va essayer de faire en sorte que des questions, enfin des croyances plutôt limitantes, comment on va faire en sorte qu'elles prennent moins de place et qu'on puisse en faire une ressource? Là, c'est pareil, je vais vous donner quelques petites astuces, mais je le redis, rien n'est exhaustif. Mais la première chose, c'est commencer à se questionner. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des situations où ça pourrait ne pas être vrai, ce que je crois, ce qui est mon intime conviction? Est-ce que dans certaines situations, ça pourrait être faux? Notre petite question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point j'en suis convaincue? Et si on n'est pas à 10 et qu'on vient se positionner, par exemple, à 7 ou à 8, qu'est-ce qui nous empêche de nous positionner à 10? Et là, on va commencer à avoir des bouts de réponse sur les contre-exemples de cette croyance. Une autre façon également de se questionner, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons d'aborder la situation aujourd'hui que celle que je crois? Et là, on peut encore faire appel à ce que je vais appeler la référence externe. Tiens, je connais bien cette personne. En général, c'est quelqu'un qui est très positif et que je trouve raisonner dans ses prises de décision. Qu'est-ce qu'elle en penserait, elle, de cette situation? Et quelle pourrait être sa croyance, elle? Et d'aller se confronter comme ça au regard, aux croyances des autres pour voir en fait si on a envie de remettre la nôtre en question.
La deuxième chose, c'est l'expérimentation. Parce qu'effectivement, quand je dis expérimenter, je le disais tout à l'heure dans la partie un peu théorique, eh ben, on va être dans un besoin d'aller confronter nos réalités. Si on commence à avoir un doute et imaginer une autre possibilité de penser les choses et d'aborder la situation, il va falloir expérimenter dans notre réalité que ça nous porte et que ce qu'on imagine comme aidant va vraiment le devenir. Et il y a cette notion d'aller chercher des preuves. Et dans cette démarche-là, pour passer à l'action, il ne faut pas oublier le comment. Comment je vais pouvoir le faire voilà, si on se dit que c'est parfois dangereux d'essayer de nouvelles choses, comment je peux essayer quelque chose de nouveau, mais en me sentant en sécurité. Si j'obtiens ce que je veux maintenant, quelque chose que je veux maintenant, quelque chose de mal va venir plus tard. Là, on est presque dans la superstition, mais superstitions qui vont faire nos croyances. Comment je peux obtenir ce que je veux maintenant et continuer à être heureux? Voilà, c'est une autre alternative où on va expérimenter des petites choses, pas par pas, pour essayer de se préserver, mais en osant aller expérimenter quelque chose de différent. Voilà, si j'ai la croyance que je ne suis pas assez créatif pour réussir, et ben, qu'est-ce que je peux faire pour être créatif et réussir? Prenons le contre-exemple, cherchons des petits pas, des petites actions pour aller ancrer une nouvelle croyance. Donc, mais en tout cas, venir mettre le doute, initier le doute, et ce doute, s'il résonne en nous, eh ben, l'expérimenter, le tester une autre alternative dans le cadre de situations qu'on peut vivre, toujours en le faisant dans des situations dans lesquelles on se sent capable et en sécurité d'essayer d'avancer, et en gardant à l'esprit qu'on avance petit pas à petit pas, et que c'est aussi une des clés du succès, c'est d'avancer pas à pas et pas vouloir passer du tout au rien, qui parfois peut être assez contre-productif. La deuxième petite astuce que vous pouvez avoir une fois que vous les avez identifiées, ça va être l'association. L'association d'une croyance limitante et d'une croyance aidante. Un exemple, je n'ai pas la fibre commerciale. Ça peut être limitant de penser ça quand on va devoir aller au contact des clients, et ça peut avoir un impact de se dire j'ai pas la fibre commerciale, donc je pense que je vais pas savoir présenter mon projet, donc je vais être stressée pendant mon entretien, et effectivement le stress va faire que je vais pas être capable de présenter mon projet, et du coup je vais revenir à l'idée que j'ai pas une bonne fibre commerciale. Si on décide de dépasser ça, une association avec une croyance aidante qu'on aura pu identifier, parce que nos croyances, c'est des méli-mélos, elles sont ça peut changer complètement la donne si je n'ai pas la fibre commerciale, mais je suis capable d'apprendre, la dynamique sera plus du tout la même dans la façon dont vous allez aborder les choses. Et quelque part, cette croyance aidante et que vous êtes capable d'apprendre, au fur et à mesure, va venir réduire l'impact de la croyance limitante qui, là, en l'occurrence, était le fait de ne pas être un bon vendeur, par exemple. Troisième petite astuce, quand on a identifié ces croyances, ça va être l'ancrage. L'ancrage, ça va être de formuler ses croyances autrement, de se les répéter et de chercher des preuves. Comme on le disait tout à l'heure, la répétition des événements, de l'expérience vient ancrer des choses, mais nos pensées, nos croyances sont la somme de nos pensées. Et donc, si tous les jours, je décide de penser qu'en fait, je suis capable de prendre la parole devant 100 personnes lors d'un webinar, je serai plus apte à me lancer et à oser aller faire l'exercice. Donc, formuler ses croyances autrement, se les répéter, et en parallèle, toujours aller chercher des preuves, parce qu'il ne suffit pas de se le dire, mais on va en allant chercher des preuves qu'on a raison de penser comme ça. Je décide de croire que le meilleur reste à venir, et je vais me le répéter tous les jours, mais que derrière, je vais aussi pouvoir être capable de prendre du recul et me dire, oui, mais il y a cette bonne chose-là qui m'est arrivée. Il y a cette bonne chose-là qui est arrivée. Ah, et puis ça s'est passé, ça s'est bien passé aussi. C'est chouette. Et si on est capable, en parallèle, d'aller chercher les preuves que plein de bonnes choses sont à venir, et qu'on sort un peu des émotions et de choses parfois négatives, au fur et à mesure du temps,
le fait de penser va renforcer les croyances. Si on décide d'y croire, de se le répéter, ça va finir petit à petit par faire évoluer vos propres croyances. Comme dit le proverbe suisse, hein, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Absolument, c'est tout à fait ça. Merci William. Après, il faut comme tout pouvoir être capable de le remettre en question. C'est des belles croyances, mais c'est ça. Dernier point pour passer à l'action que j'évoquerai aujourd'hui pour qu'on puisse avoir du temps. Je ne sais pas, William, s'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Non, très très peu de questions. Par contre, beaucoup de messages de chat très intéressants que tout le monde partage, donc c'est très bien. Et très peu de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Oui, c'est le moment d'aller mettre vos questions parce que là, j'arrive à la fin et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder et de faire le lien entre tout ce que je vous ai expliqué et ce que vous avez envie de vous savoir. Donc c'est le moment, allez-y, mettez des questions. Mais du coup, voilà, je vais me permettre de prendre peut-être 5 minutes sur le sujet des émotions. Parce qu'effectivement, les croyances les plus difficiles à bousculer, et en général celles qui sont plus ancrées en nous, c'est celles qui sont liées à une grosse charge émotionnelle. Pareil, grosse charge émotionnelle qui peut être liée à un événement tellement presque dramatique en termes d'émotion que il a ancré tout de suite une mémoire émotionnelle en vous et en parallèle de la croyance qui est liée à cet événement. Mais aussi, voilà, si à chaque fois qu'on a vu quelqu'un et qu'on s'est senti pas aimé, pas accepté et que cette situation s'est reproduite plein de fois, on va en sortir également des croyances. Et là, notamment dans les entrepreneurs qu'on peut accompagner, et c'était d'ailleurs l'objet d'une des questions qui avait été posée en amont, une liquidation d'entreprise, par exemple, pour un entrepreneur, on est vraiment là dans un événement avec une expérience avec une forte charge émotionnelle, avec des émotions très négatives, bien souvent, qui vont venir s'ancrer. Et cette charge émotionnelle, effectivement, elle va être en mesure de faire passer et de revisiter toutes les croyances qu'on a pu avoir. Et un entrepreneur de 50 ans qui a connu le succès pendant, entre guillemets, les 49 premières années de sa vie, au moment d'une liquidation, va finir et va être capable d'être convaincu qu'il est nul. Qu'il est mauvais, qu'il n'aurait pas dû, qu'il a fait les mauvais choix, que s'il en est là aujourd'hui, tout est de sa faute. Et là, on est vraiment dans une dimension lourde émotionnelle. Alors, dans ces cas-là, ce qui va être important de faire, c'est justement d'aller retravailler l'expérience, retravailler toute l'expérience et remettre en avant et régénérer de nouvelles émotions à travers le récit, la façon dont on va réaborder le passé pour refaire vivre de nouvelles émotions qui vont être beaucoup plus positives et en parallèle de travailler ces émotions négatives qui sont là, hein, parce que quand on a vécu des passages de vie difficiles, la charge émotionnelle se travaille. Il y a tout un travail. Aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est un peu l'objet d'aller retravailler ces émotions, les accueillir, leur laisser la place dont on a besoin. Ça peut être pareil aussi sur voilà, nos croyances peuvent être un frein à l'acceptation de soi. Aujourd'hui, si on a un handicap qui peut être lourd à porter, les émotions, puisqu'on est des êtres humains, toutes les émotions qu'on vit qui sont liées à notre handicap peuvent devenir des vrais freins. Il y a des croyances profondes qui vont être ancrées et forcément, ça va parfois nous empêcher d'avancer, voire même parfois nous empêcher d'avancer vers l'acceptation de soi et donc vers le bonheur. On peut avoir des croyances avec mon handicap, je ne pourrais pas être heureuse car je ne peux pas faire ce que je veux. Et que c'est une croyance qui peut être ancrée parce que parfois, avec un handicap, on a été très freiné, on a eu besoin de se réapproprier cette notion de liberté et qu'on n'a parfois pas complètement réapproprié. Mais à l'inverse, dans la même situation, on pourrait aussi se dire, ce serait plus aidant, que le bonheur est accessible à tous, avec un handicap ou sans handicap, et qu'on y a tous droit. Et ça pourrait déjà être, dans la même situation, voilà, une croyance plus aidante.
Mais parfois, voilà, si la charge émotionnelle est vraiment lourde, pour arriver à la bousculer et accepter une nouvelle croyance, le travail sur l'émotion, sur ce qu'on a ressenti, sur les émotions, sur le fait de laisser de la place, la façon de les dompter, ça va vraiment être indispensable. Voilà. On en arrive déjà, voilà, j'ai quasiment tenu mon timing des 40 minutes. À la conclusion, si on fait le point sur ce que je viens de vous dire et sur ce que je vous ai partagé, et notamment le cercle des renforcements des croyances, on se rend compte que les outils, les petits trucs et astuces que j'ai pu vous partager, elles nous permettent d'intervenir sur différents champs. On l'a vu, nos croyances ont une influence sur nos pensées. Et dans les astuces que je vous ai données, il y a déjà ce travail qui peut être fait à ce niveau-là du cercle de renforcement. On peut agir aussi sur nos émotions, qui parfois même est une étape indispensable. Et on peut agir aussi sur notre comportement. C'est-à-dire que parfois, en décidant d'agir simplement autrement, on sera capable de faire évoluer notre croyance parce qu'en fait, en agissant autrement, on va vivre des expériences différentes et on fera que ça avancera, ça fera évoluer, bousculer notre croyance. Tout ce que je vous ai dit là, d'ailleurs, n'est que la somme de mes croyances, hein, comme je vous le disais en intro. Mais j'espère que ça vous a donné quelques pistes et que ça vous aura peut-être mieux permis parfois de comprendre. En tout cas, j'espère que vous allez vous voir convaincu de l'importance et de l'influence de nos croyances sur la façon dont on peut agir et donc forcément sur notre capacité entrepreneuriale. Et pour conclure, voilà, je vous laisse prendre connaissance de cette petite citation de Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Et les bâtisseurs du monde, effectivement, c'est vous, les entrepreneurs. Donc, ayez conscience que vos pensées peuvent vous porter. Voilà pour la petite présentation. Merci Stéphanie. J'en profite avant de passer aux questions. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, de participer à un petit sondage. La réponse est simple, c'est oui ou non. Voilà. Et c'est parti. Voilà, ce webinaire vous a permis de mieux comprendre l'impact des croyances, oui ou non. Merci d'y répondre. Et puis, on va passer aux questions qui viennent de fuser, Stéphanie. Mm-hmm. Alors, je vous rappelle de bien poser vos questions dans l'onglet questions, parce que là, j'ai vu passer une question dans le chat et après, on les perd, les questions dans le chat. Alors, c'est une question de Gérard qui nous dit, Stéphanie, dompter ses émotions ou apprendre à les accueillir? Alors, j'ai envie de dire que c'est pas l'un ou l'autre, parce qu'en apprenant à dompter vos émotions, une des premières phases, effectivement, dans ce que j'appelle dompter ses émotions, c'est de les accueillir et de leur laisser toute la place. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est en apprenant à dompter vos émotions, vous allez apprendre à les accueillir. Bien. Alors, je mets de côté les questions de Xavier et Patrick là, qui me demandaient par rapport à la vache, si elle était d'Aquitaine, si elle était blonde. Tu peux prendre le temps d'y répondre. Hein. C'est ce que j'ai fait. Alors, une question de Florence. En termes de croyances limitantes personnelles, existe-t-il un moyen mental de ne pas la faire déborder dans le champ professionnel? Alors, est-ce que tu peux juste me redire le début? Tu dois la voir à l'écran, normalement, la question. C'est dans question. En termes de croyances limitantes personnelles, existe-t-il un moyen mental de ne pas la faire déborder dans le champ professionnel? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, la première, ça va être d'en prendre conscience. Si après on en prend conscience, ça va être la première façon dont on va pouvoir agir et se dire, oui, il faut que je sois vigilant, ça peut avoir une influence. Déjà, cette prise de conscience fait qu'inconsciemment, on va agir un petit peu différemment. Un moyen mental, c'est de s'ancrer dans ce mode adaptatif qui va être le moyen mental de prendre le contrôle sur nous à un moment T dans la façon dont on va agir. C'est la première étape. Après, j'ai pas d'astuce ou de baguette magique pour dire qu'on va pouvoir passer et bloquer ça. Et ça me fait penser, petite chose que j'ai pas précisé, et ça répond peut-être à ces questions aussi, c'est que parfois certaines limitantes, certaines croyances sont aidantes
dans une situation et peuvent devenir limitantes dans d'autres. Prenons l'argent. Si je pense qu'il faut faire attention à ses dépenses et être très vigilant avec ses dépenses, ça peut être très aidant pour un budget d'un chef de famille, par exemple. Mais si je suis dans une entreprise start-up où l'innovation c'est la clé et où l'investissement c'est une prise de risque, ça peut devenir limitant si on a effectivement une frilosité dans la dépense et le rapport à l'argent qu'on peut avoir. Donc la même croyance d'une situation à l'autre peut devenir aidante ou limitante. C'est pour ça qu'il faut d'abord les questionner avant de se dire est-ce que j'ai besoin de la remettre en question? Et on peut avoir besoin de les remettre en question que dans une situation. Et là, l'idéal, c'est d'aller chercher peut-être justement comment la reformuler autrement. Je crois ça, mais dans cette situation, je pense qu'il est préférable de, et petit à petit, de l'ancrer et de se le répéter, de l'expérimenter dans le quotidien. Et on voit si ça nous aide ou pas. Très bien. Et je pensais à l'ancien président des États-Unis qui croit qu'il a bien gagné les élections. Quel type de croyance, lui, tu crois? Et il était dans sa réalité. Je pense qu'il était tellement dans sa bulle et entouré de personnes qui venaient qu'il avait du mal à concevoir que hors de sa bulle, c'était pas la même réalité que celle qu'il vivait au quotidien. Au quotidien, il était entouré de personnes qui avaient l'habitude de lui dire oui, qu'il soutenait. Ben, il s'est rendu compte que sa réalité n'était pas la réalité. Il y a une question, une bonne question de Régis qui nous dit concernant les croyances avec charge émotionnelle, ce sont les plus difficiles à se défaire. Harcèlement, burn-out, divorce, conflictuel, de sacrées valises et biais. Comment réussir? Comment réussir? Je le disais, il y a pas de méthode. Je pense qu'effectivement, les professionnels de l'accompagnement sont là justement quand, en général, on intervient quand on a une problématique, on a déjà essayé d'avancer, on a testé, on a expérimenté, mais à un moment, on se rend compte que tout seul, on n'arrive pas forcément à avancer. C'était une des questions qu'il y avait eu. Comment savoir si on a besoin de se faire accompagner? Est-ce que c'est indispensable dans les croyances, par exemple, dans le travail sur les croyances, d'être accompagné par un professionnel? J'ai envie de dire, la réponse, il n'y a que vous qui l'avez. À quel point ça vous empêche de vous avancer? À quel point ça vous empêche de vous construire, d'atteindre votre épanouissement personnel? À quel point vous avez déjà essayé et que vous n'avez pas réussi? À un moment, effectivement, si on a vraiment envie et qu'on se rend compte que tout seul, on n'a pas réussi à dépasser certains freins, et c'est là que c'est le bon moment d'aller chercher un professionnel. Dans tous les cas, on travaille, enfin, en tout cas au niveau du coaching sur l'identité, parce que des notions, là je voyais le harcèlement, le burn-out, c'est vraiment des notions qui sont vraiment intrinsèques. Dans la même situation, deux personnes peuvent vivre des choses complètement différentes. Et donc là, c'est d'aller effectivement retravailler sur l'identité profonde de la personne, ses croyances, et notamment dans le burn-out, il y a des croyances très profondes sur le travail qui amènent au burn-out. Parce que justement, on doit, il faut que, et je suis obligée de. Enfin voilà, il y a plein de messages contraignants par rapport à la vision du travail en France qu'on peut avoir. Et là, c'est tout re-questionner ce qui est à l'origine en burn-out, il y a beaucoup de travail sur les croyances. Bien. Une question de Opté. Comment pouvoir prendre du recul sur ses émotions pour bien identifier ses croyances limitantes? Alors, je vais me répéter encore, mais toujours la première étape, ça va être de sortir du mode automatique et de prendre le temps de s'observer. On parlait tout à l'heure de l'accueillir, l'émotion, et de s'autoriser, d'aller questionner. Tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et puis toujours, et je vais chercher la preuve. Qu'est-ce qui me dit que j'ai ressenti de la tristesse? Comment je peux me dire que là, à ce moment-là, j'avais une tristesse importante? J'ai pleuré, enfin voilà, d'aller chercher la preuve de ce que vous voulez dire. Sur les émotions, en général, ça répond à un besoin. Par exemple, la peur, si on ressent de la peur, le besoin qu'on va associer, c'est un besoin de sécurité. Si j'ai peur, de quoi j'ai besoin pour me sentir plus en sécurité? Si j'ai de la colère, en général, le besoin, c'est du respect ou de la réparation. Comment je vais pouvoir… j'accueille mon émotion, je la nomme, j'identifie le besoin qui est associé à cette émotion
et puis je vais aller remplir mon besoin. C'est des grandes théories, entre guillemets, et ça s'apprend petit pas, petit pas. Comme je disais tout à l'heure, autorisez-vous à avancer pas à pas, avec bienveillance, à essayer, à tester des petites choses, et félicitez-vous de ces petites choses. Et voilà, et petit à petit, c'est comme ça que vous apprendrez et que vous irez de plus en plus loin dans la gestion de vos émotions. Mais surtout de ne pas oublier d'être bienveillant avec vous, qu'on n'arrive pas on n'y arrive pas forcément de la première fois. Oh, une belle croyance. Et voilà, soyez indulgents avec vous-même et surtout autorisez-vous à avancer petit pas par petit pas. C'est comme ça que vous irez le plus loin et de façon la plus solide. Eh oui. Une question de Nadjet. Comment travailler sur les émotions croyances? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Oui, il y a différents outils, il y a différentes méthodes, il y a des pratiques. Vous pouvez sur ce champ-là trouver tout type de pratiques. Le coaching aborde les émotions d'une certaine façon. Il y a des thérapies qui sont vraiment liées à la gestion des émotions, le FT. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui sont très axées sur les émotions. C'est pareil, la façon dont moi je m'y prendrais pour travailler sur les émotions ne sera pas forcément celle qui va vous convenir. De la même manière que des fois, on préfère travailler avec un homme, une femme. Allez chercher ce qui fait du sens pour vous. Regardez un peu sur Internet des différentes méthodes et vous allez voir qu'en lisant, il y a quelque chose qui fera un peu plus écho chez vous par rapport à vos expériences, aux croyances que vous avez et qui vous orienteront vers une direction plus que vers une autre. Et autorisez-vous à vous tromper, à essayer quelque chose. C'est pas parce que c'était pas la bonne méthode pour vous qu'il n'y en aura pas une autre derrière qui fonctionnera mieux. Ouais, alors une question peut-être un peu plus compliquée. Tu nous as donné quelques exemples de croyances. Alors il y a Octet qui nous demande, est-ce qu'il y a une liste de croyances limitantes et aidantes? Non, parce que alors, voilà, à partir du moment où elle touche de façon intrinsèque à l'individu, on va pas pouvoir faire une liste parce que moi, la liste de mes croyances limitantes et de mes croyances aidantes serait pas la même que vous. Et parfois, une croyance qui va être aidante pour moi pourrait être une croyance limitante pour vous. Et l'inverse est vrai aussi. Et comme je disais, parfois, dans des situations différentes, la même croyance nous aide et dans une autre situation, la même croyance nous limite. Donc, c'est pas la croyance qui est à l'origine, c'est l'impact qu'elle va avoir sur notre façon d'agir qui va la rendre limitante ou aidante. Mais il y a pas forcément de liste. Après, si vous allez pareil, sur Internet et que vous mettez croyances limitantes ou aidantes, il y en a qui ont déjà fait des listes, hein, qui peuvent s'amuser à faire des listes et qui vont vous inspirer en disant, bah ouais, moi je crois ça, mais il y aura jamais une liste exhaustive de croyances limitantes ou aidantes. Alors il y avait une question que je crois que tu en as en partie répondu à une question qui était posée en amont. Je vais te la remettre en ligne, pour tout le monde. C'était une question de Barbara. Voilà. Quelle est la méthode pour sortir d'un schéma récurrent qui est entreprendre sans aller jusqu'au bout, douter, manquer de confiance en soi, et pourquoi ce schéma répétitif? Oui, effectivement, je l'ai évoqué, mais comme on a un peu de temps, c'est pas plus mal d'en prendre. Ben, voilà, je le redis, j'ai l'impression de l'avoir dit plusieurs fois, mais il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une méthode. L'idée, ça va être d'aller chercher la méthode qui vous convient. Et comme je disais, il y a plusieurs pistes. Il faut s'attacher directement à la croyance qui est à l'origine de tout ça. Ça peut être aussi de travailler via les émotions. Dans cette situation-là, quand je suis pas allée jusqu'au bout et que j'ai des doutes, quelles sont les émotions qui m'animent? Parce qu'à travers l'émotion qui m'anime, on va peut-être avoir des pistes pour aller définir la croyance qu'il y a derrière. Comment, voilà, déjà identifier le schéma, c'est déjà une première étape, j'ai envie de dire. Il a été identifié comme un schéma récurrent dont on a envie de sortir. C'est déjà un premier pas qui a été fait. Pour la méthode, voilà, c'est de se dire est-ce que j'ai envie de travailler sur le comportement et du coup, je décide demain de faire quelque chose un petit peu différemment de ce que j'ai fait aujourd'hui, puisque jusque-là, tout ce que j'ai fait m'a pas apporté le résultat que je souhaitais. C'est très caricatural, mais je crois que c'est Albert Einstein qui disait quelque part la folie, c'est de reproduire toujours la même chose et d'en attendre un résultat un peu différent.
et ben, si vous avez ce sentiment qu'effectivement vous êtes dans un cercle vicieux et que les situations se répètent et que vous vous confrontez au nouveau, c'est de se dire quel petit pas je fais déjà pour faire les choses différemment demain par rapport à ce que j'ai pu faire hier. Et dans cette notion de petit pas par petit pas, c'est comme ça qu'on va commencer à casser les cycles. Il ne va pas se casser en une fois. Allons-y petit pas par petit pas et vous verrez qu'après, à un moment, vous vous direz « Ah bah oui, mais tiens, en fait, ça y est, j'ai réussi, c'est sorti. » Et ce sera venu sans même que vous l'ayez presque anticipé à l'avance. Bien. Bon, bah écoute, c'est parfait, Stéphanie. Le résultat du sondage, du petit sondage, ce webinaire vous a permis de mieux comprendre l'impact des croyances. Réponse oui à 90%. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le petit message de Xavier tout à l'heure, Xavier est en grande forme aujourd'hui. Le plat symbolisant la croyance est le sushi, car dans le sushi, le poisson est toujours cru. Voilà. Et puis, pour faire la transition avec notre webinaire de la semaine prochaine, il y avait Patrick qui posait comme question, donc qui disait, pour moi, ma croyance était liberté. Et après de nombreuses années, ma conviction, c'est la solitude du chef d'entreprise. Et donc, le chef d'entreprise ne doit jamais rester seul. Et on doit même jamais rester seul pendant la création de son projet, pendant la vie de son entreprise, et surtout après quand ça va un peu plus mal. C'est pour ça que Second Souffle existe. Il faut toujours être entouré. Et ça sera tout le sujet de notre webinaire de la semaine prochaine, en partenariat avec HUP. HUP Entrepreneur, indispensable, savoir s'entourer. Donc c'est vendredi la semaine prochaine avec un autre coach certifié qui est Thomas Goethals. Thomas est également un travailleur indépendant handicapé et donc il a été aidé par HUP Entrepreneur et donc il vient nous parler de ce sujet, savoir s'entourer. On en a parlé souvent dans nos webinaires depuis un an bientôt, parce que là ça sera le 34e webinaire. Pardon. 34e webinaire la semaine prochaine. Au total, moi j'en ai fait plus de 60. Donc oui, quelquefois vous ne les voyez pas tous. Et donc on a souvent parlé de savoir s'entourer, c'est très 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 important. Voilà, donc c'est la semaine prochaine à 14 h. À la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page de Second Souffle et vous verrez cette image-là et vous cliquez dessus pour vous inscrire. Voilà, merci beaucoup Stéphanie. Merci à tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas pour les prochains à nous faire remonter les sujets que vous aimeriez voir abordés. On est là pour vous, donc autant être au plus près de vos attentes. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, bye bye. Bonne fin de journée, bon week-end.